c'est le représentant d'un grand GRD, en tout cas au niveau suisse, qui est déjà depuis quelques années actif dans le smart metering et qui va notamment vous faire part de quelques-unes de ses expériences. J'ai présenté Philippe Gagnupin, qui a été dans sa prime jeunesse un ingénieur de développement et qui travaille au groupe E et qui est responsable de toute la chaîne qui va depuis les smart meters jusqu'à l'établissement des factures, de toute la chaîne de facturation. Voilà, à vous la parole. Merci. Bonjour Monsieur Jeanne, merci de l'invitation Monsieur Gabus. C'est toujours un plaisir de discuter de ces éléments éminemment importants et pour tenter de vous montrer ce que le groupe E a fait en la matière. On est très réceptif, vous voyez qu'on est aussi réceptif aux soucis de Monsieur Ray par rapport à la mesure d'autres énergies. C'est pas tout simple non plus de le faire, mais c'est vrai que la séparation entre différentes sociétés ne simplifie pas les choses. On l'a vécu aussi dans le projet pilote dont je vais vous parler tout à l'heure. Lièvre tortue, pourquoi? Vous verrez, c'est de savoir est-ce qu'il y a lieu de démarrer de suite un déploiement massif, qu'on appelle aussi un rollout, de ces compteurs. J'y reviendrai donc à la fin. Le menu du jour que je vous propose, c'est passer rapidement sur les premiers slides, puisqu'il y a même des images qui sont exactement similaires à celles que je vais vous présenter. Mais après, vous parler de nos deux projets Smart Metering, dont un est terminé, où je vous ferai une démonstration online à mon domicile, puisque j'ai quelques outils domotiques qui me permettent de faire ce que j'ai envie de vous montrer, de vous parler des considérations de ce déploiement massif. Quand le commencer? Faut-il démarrer de suite ou faut-il encore patienter? Et puis deux mots de conclusion. Cette image, vous l'avez déjà vue, vous voyez qu'autour de nous, beaucoup de pays sont déjà verts. Je ne vais pas m'y attarder, ça a été commenté déjà précédemment. Ce que je vais vous montrer, c'est cette image ici, où on voit que en année 2015, certains pays, plusieurs et des gros, la Suède, l'Italie, la Finlande en particulier, ont déjà terminé le déploiement massif de leurs compteurs. Le Telegesture italien était le premier qui a démarré. Il y a 25 millions de compteurs, présumés intelligents. On parle toujours de compteurs intelligents. Les compteurs Ferraris du siècle passé, ils étaient déjà en parenthèse. Mais l'Italie a changé 25 millions de compteurs. La Suède l'a fait pour d'autres raisons. Et puis Malte a aussi terminé ce déploiement. Il y a bien entendu nettement moins de compteurs là-bas. Vous verrez qu'il y a eu un couac même à Malte qui laisse penser qu'il y a certaines choses qui se doivent d'être améliorées et qu'ils le sont. 2020, l'échéance pour tous ces pays, 80% des compteurs. Le dernier qui vient de démarrer, c'est le Luxembourg, qui nous intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a plus de 200 000 compteurs, ce qui est à peu près l'équivalent du parc de compteurs de groupe E. On en a 220 000 aujourd'hui. Et d'autres qui attendent de démarrer, qui sont sur le point de le faire, pour autant que les conditions économiques le permettent aussi, bien entendu. Alors l'OFEN, on en a parlé, en 2010, l'OFEN nous a dit faites des essais pilotes. Alors ça a été la ruée chez les fournisseurs, tout le monde a voulu acheter des compteurs smart, on se dit joyeusement la fleur au fusil. Ce qui s'est passé, c'est que tous les fournisseurs ont été un peu coincés pour nous mettre des ressources à disposition pour monter ces projets. Et c'est de loin pas du plug and play. Mais ce qu'ils ont dit aussi, et ça c'est quand même une des conditions qui est aujourd'hui encore bloquante, et qui nous ont dit le déploiement massif est possible si ça n'a aucun impact financier sur le client final. Et aujourd'hui, compte tenu des compteurs, ben, c'est absolument impossible de le faire. Donc légalement, on ne peut pas aujourd'hui déployer des compteurs smart de manière massive si le consommateur final en paye quelque chose. Les seuls qu'on puisse payer ça, c'est les aides, qui a des ressources en conséquence, et puis d'autres qui étaient coincés pour des questions de problèmes avec des compteurs. Ils ont plusieurs dizaines de milliers de compteurs qui ont été affectés d'un défaut et qu'ils ont dû changer. Puis ils ont dit on a des éléments pour justifier cette pose d'un compteur massive. 2012, l'étude, on en a parlé aussi, mon prédécesseur est allé plus dans les détails, mais en deux mots, il y a quand même sur la base d'une hypothèse conservatrice, on a chiffré ces économies à 900 millions jusqu'en 2035, rentable pour le pays. Vous avez vu que dans d'autres pays en Europe, la réponse a été différente. Donc il y a quand même des conditions, des appréciations qui sont différentes là-dessus aussi. Et puis, document important dont je vais vous parler un peu plus, c'est cette technique minimale et modalités d'introduction qui a été publiée au mois de novembre l'année passée et qui en 2 mois a permis d'éclairer le débat politique qui a lieu encore aujourd'hui aux États, donc au niveau de la CEAT, qui est la commission qui s'occupe d'élaborer l'appel 2, comme ça a été dit tout à l'heure par M. Genoux. Ça entrera en vigueur avec ce premier paquet de mesures de stratégie énergie 2050. Et puis là-dedans, on trouve beaucoup de choses, en particulier pourquoi
l'État a fixé des exigences techniques minimales, c'est toujours un peu interventionniste, mais en disant qu'il y a quand même des avantages, en particulier en disant qu'il y a une base standardisée qui va s'installer. On veut quelque part contribuer à la réussite de cet objectif de la stratégie énergétique 2050. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Il y a d'autres éléments qui sont très techniques dans ces documents, mais il y a des éléments éminemment intéressants aussi pour les distributeurs, c'est des éléments financiers, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Il y a un chapitre qui parle de ces exigences minimales, mais il y a aussi un élément qui nous fait un peu plus tousser, en tout cas personnellement, c'est ces propriétés supplémentaires. J'y reviendrai tout à l'heure. Exigence minimale, un gros paquet technique, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est essentiellement de la métrologie dans un sens, dans les deux sens. Donc le souci aussi de mesurer la production d'énergie électrique, c'est clair que c'est au point d'interconnexion avec le réseau, c'est pas au niveau de la production, on est bien d'accord là-dessus. De mesurer l'actif, de mesurer le réactif aussi, donc des éléments qui préoccupent beaucoup les métrologues, mais un peu moins le commun des mortels. Par contre, pour le commun des mortels, les avantages du client final ont été évalués, et en particulier, on demande à ces compteurs intelligents, selon ces exigences, de pouvoir fournir des indications de consommation, de production, de manière historique, hein, donc les données de consommation des périodes précédentes, du mois passé, et aussi en temps réel, pour pouvoir piloter des équipements chez le client, directement chez le client, pour mesurer où vont les flux d'énergie, voire les améliorer. En plus, il y a un paquet pour le changement de fournisseur aussi, dans le cadre d'une ouverture totale du marché. Souvent, beaucoup de distributeurs craignent cette ligne ici en disant « oui, mais avec ça, mes petits clients vont partir si le marché s'ouvre ». Donc, je suis contre les smart meters. Clairement, c'est vraiment un paquet qui simplifie la vie des releveurs plus qu'autre chose. Et puis, une part de documentation annexe. On parle aussi de sécurité et de protection des données. Je reviendrai, c'est un paquet qui est lourd, qui est important. Et puis, quelques éléments non négligeables aussi, c'est de voir ce que doit consommer un smart meter, pas qu'on plombe le bilan énergétique en mettant des consommateurs supplémentaires sur le réseau. Donc la durée de vie doit être aussi appropriée. On verra ce que ça donnera. Pour le moment, c'est du PowerPoint, ça n'hurle pas. On verra si les compteurs vivront longtemps, certainement pas aussi longtemps que les Ferraris, mais c'est clair qu'il faut quand même se préoccuper dès le départ au niveau du concept des équipements. Il y a un élément sur lequel on a quand même plus de doutes, c'est les propriétés dites supplémentaires, où quelque part l'OFEN, qui est quelque part le bras technique du législateur, a dit vous pouvez mettre ça sur les coûts du réseau, pour autant que ça permette d'améliorer son efficacité et sa performance. C'est louable. Mais on dit, et par défaut, ce n'est pas imputable. Ça, c'est déjà un peu plus gênant. C'est à voir de cas en cas. Et c'est écrit comme ça, hein, dans les documents que vous trouvez en français, je le précise. Ils ne sont pas tous en français sur le site de l'OFEN, mais celui-là, il est traduit. J'en ai un exemplaire là, si vous voulez le consulter tout à l'heure. Et puis, celui qui bénéficie du service doit en payer une partie des coûts. Alors, c'est vrai que la mise à disposition des données chez un client via une plateforme telle qu'on l'a fait, que je vais vous présenter tout à l'heure, ce n'est pas forcément le boulot du GRD, c'est probablement le boulot du fournisseur. Mais c'est extrêmement difficile de faire une répartition objective. Je vous dirais que ça, on n'en parle pas pour l'ouverture du marché, ou quelque part, un fournisseur qui nous piquera demain un client, c'est pratiquement certain, ils l'ont déjà fait pour les grands. Mais pour ces services-là, ça c'est inclus dans le timbre. Donc, quelque part, on est beaucoup plus regardant. Où ça devient un peu plus gênant, c'est que ces propriétés dont on parle comme propriétés dites supplémentaires, c'est qu'il y en a une, c'est la surveillance de l'état du réseau. Et vous pouvez le faire, mais il faut le faire aux endroits névralgiques. Alors, vous m'excuserez, mais les endroits névralgiques demain, c'est partout. C'est pas simplement à la cabine de transformation moyenne tension, basse tension, c'est chez tous les producteurs, c'est là qu'il peut y avoir des surplus d'énergie entre des consommateurs et des producteurs, sans que la cabine de transformation le voie. Donc pour moi, les endroits névralgiques, c'est partout. Donc là, déjà, il y a une ambiguïté. Deuxième élément, on dit, ouais, bon, alors, vous voulez commander la fourniture, la limiter, comme ça se fait par exemple en Allemagne, quand il y a pléthore d'énergie faite par les panneaux solaires, et puis qu'il y a moins de demandes, en particulier pendant les week-ends, les distributeurs allemands ont la possibilité de demander un abaissement de la puissance produite. Elle est rémunérée, hein, donc cette perte d'énergie produite est mesurée, estimée en tout cas, et puis elle est rémunérée. Il existe des règles là-dessus. Probablement on y reviendra aussi un jour en Suisse, parce que malheureusement le réseau ne peut pas faire que de gonfler ses tuyaux de cuivre pour des périodes qui sont limitées. Donc là, il faudra probablement une intervention de la part du GRD pour la stabilité du réseau. Et puis de soutirage aussi. Et l'idée, c'est de remplacer la télécommande centralisée qui est évoquée ici, qui est très répandue en Suisse. Mais non, la télécommande centralisée, on ne va pas faire vivre ces deux systèmes, un en parallèle avec l'autre, avec la même finalité. Si on veut être efficient économiquement, il faudra dire un jour, j'arrête la télécommande centralisée, puis je garde que l'autre. Donc, comme c'est formulé là, ça nous fait quand même un petit peu tousser pour le moment. Mais on s'en remettra. Il y a des pastilles pour ça d'ailleurs. Limitation du raccordement.
Qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir enclencher et déclencher une charge à distance. C'est dire, ah, mais ça c'est parce que vous voulez mieux coincer les mauvais payeurs. C'est pas forcément tout faux, l'Italie l'a fait pour 25 millions de clients. Donc juste en parenthèse, l'idée de base du Telegestore en Italie, c'est ça. C'était vraiment les pertes dites non techniques pudiquement, puis de faire payer les gens. En l'occurrence, ce n'est pas notre cas en Suisse. Les gens sont très corrects, je peux vous en parler. On a de temps en temps, malheureusement, des problèmes aussi, mais c'est quand même une minorité de nos clients. Par contre, on a 28 000 déménagements par année. Et souvent, les gens viennent, s'installent, on ne sait pas qui arrive. Donc on va courir après l'information. En termes d'efficience, ce n'est pas terrible. Et par le passé, on allait voir qui était arrivé. Et ce qu'on demande, simplement, c'est de dire, quand le client part, c'est propre aussi du point de vue contractuel, c'est-à-dire on coupe et on remet le courant. On en a 28 000 par année. Donc quelque part, pour nous, c'est impératif d'avoir ça en tant que gestionnaire de réseau. Je ne parle pas de fourniture d'énergie. Donc vous voyez que ce qui a été mis sous le paragraphe des propriétés supplémentaires, n'a quand même un peu de peine à dire qu'on devra justifier, puis qu'à voir de cas en cas si c'est imputable ou pas. De surcroît, au niveau d'un compteur, peut-être au niveau de la dernière fonction du disconnect, où il y a des équipements qui coûtent un peu plus cher, le reste, ça sera extrêmement difficile de faire une différence au niveau des prix. Deux mots de chez nous maintenant, puisque je suis venu surtout pour ça. On a fait un projet Smart Metering. Quand on a fait le kick-off, j'ai eu la chance d'avoir le professeur Gavio qui nous a fait un exposé extrêmement intéressant. C'était en 2011, ça passe vite. On a fait ce projet en 2013. On n'a pas posé beaucoup de compteurs, on en a posé 800. Le but, c'est pas de poser des compteurs. Vous avez vu tout à l'heure, on ne peut pas le faire. Économiquement, on n'a pas le droit de le faire, sauf si ça coûte moins. But majeur, on a dit qu'il faut qu'on prenne de l'expérience. Le monde change et en particulier, on doit maîtriser les télécoms. Aujourd'hui, on connaît bien nos réseaux électriques, mais on connaît très très peu le domaine des télécommunications. Et là, on a dit il faudra aller chez les clients jusqu'au compteur. C'est un petit détail, mais ça compte beaucoup. Le compteur, il a la cave. Ensuite, les bâtiments sont en béton armé. Déjà, ce que vous voyez aux États-Unis avec la radio, vous pouvez oublier la plupart du temps. C'est pas tout simple à mettre en œuvre. On s'est dit, on va prendre de l'expérience avec ces télécoms aussi. Sur Fribourg, on a la chance, tout comme dans le canton du Valais, d'après ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une volonté politique de mettre en œuvre une infrastructure FTTH qui sera jusqu'à 90% de la population sera concernée. Mais il restera les autres, et en particulier aussi dans le canton de Vaud, dans le canton de Château. Donc, d'autres systèmes qu'on a testés. On a fait ça dans la région fribourgeoise, dans la région neuchâteloise. Je ne vais pas venir trop dans les détails là-dessus. Et puis, en 2 mots, c'est ça. Hein. Donc, en 2 mots, la maison du consommateur type, avec un compteur dit intelligent. Et vous voyez, monsieur Ré, qu'on va en direction de ce que vous évoquiez tout à l'heure. On a fait dans ce projet, on a raccordé les compteurs de gaz et les compteurs d'eau qu'on pouvait sur notre infrastructure. Ça n'a pas été facile de motiver nos honorables partenaires de venir s'intéresser à ça. Pourquoi? Parce que c'est déjà un problème énergétique. Dans un compteur électrique, vous avez de l'électricité, c'est écrit dessus. Dans un compteur gaz, pas. Donc ça veut dire qu'il vous faut aller chercher l'information ou soit mettre un système radio avec une pile. Donc c'est pas forcément tout simple à faire selon où est le compteur du gaz. Et je vous assure, c'est rare que le compteur du gaz soit à côté du compteur électrique. Même chose pour les compteurs d'eau, ils sont aussi passifs. Donc une infrastructure chez nos clients, une communication de différents types, on en a parlé tout à l'heure, jusqu'au système de supervision qu'on a installé chez nous, avec les liaisons vers la facturation et puis un superviseur pour piloter. Et puis, on a mis une plateforme de mise à disposition des informations chez nos clients. On s'est dit, c'est quand même le client, il faut qu'il voie quelque chose. Et on a, en effet, comme l'a dit tout à l'heure M. Genoux, on a pris un produit qui existait, que notre fournisseur nous a proposé, et on a constaté que c'était un produit d'ingénieur. Pour nous, ça allait bien. On a eu quelques conseils du marketing, vous savez, j'ai un truc, vous parlez de kilowattheure, juste un truc, hein. Les gens, ils comprennent bien la facture en francs, la dernière ligne, ça va bien, kilowattheure, kilowatt, on ne parle même pas du réactif, c'est beaucoup plus difficile de maîtriser. Donc, si vous pourriez parler en francs, ça nous arrangerait. Et c'est ce qu'on a fait, à un certain moment, on a dit, on fait votre plateforme. Et ce que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est cette plateforme qu'on a réalisée. Juste une chose, puisqu'on est en Valais, plaisir de dire que ce projet a été fait avec des compteurs Kamstrup, qui nous a été vendus par la maison Elmeka, qui est présente dans la salle avec 2 représentants. Gérard là-bas au bout et François à côté de lui. On avait choisi un autre fournisseur et malheureusement ça n'a pas bien joué. Mais pas forcément parce que le produit est mauvais, c'est que les disponibilités de ces gens-là n'étaient pas présentes. Ils n'avaient pas de monde à nous mettre à disposition. Pourquoi? Parce que la France est en train de lancer un projet pilote à 300 000 clients. Vous imaginez bien que pour 800 compteurs, ça a été difficile de les faire venir depuis l'endroit où ils sont installés en Suisse, je dirais rien d'autre. Mais ce n'était pas toute leur faute aussi. L'OFEN a quand même une part de responsabilité et nous aussi un petit peu. Voilà le résultat en une image, mais pour passer de la réalité à la pratique. Bon, vous voyez, c'est une plateforme disponible sur Internet, elle est disponible sur smartphone aussi. On n'en a pas fait une app parce qu'on n'a pas voulu aller trop loin. Possibilité de voir des indications avec des indicateurs de consommation, vous pouvez vous comparer avec des
des profils similaires aux vôtres. Donc vous déclarez au début, vous êtes 3 dans une famille, vous avez tant de mètres carrés à disposition, vous avez un boiler, vous n'avez pas de boiler, chauffage électrique, pas de chauffage électrique. Et puis ensuite, ça vous permet un peu de vous benchmarker par rapport à d'autres. Des groupes de charge qui sont cas horaires. Tout ce qu'on a fait là, et je sais que c'est un sujet qui est très sensible, on a eu l'accord, le consentement éclairé de tous les clients concernés. Donc ça veut dire celui qui nous a dit non, je ne veux pas, on ne l'a pas fait. Et je vous dirais qu'on a eu très très peu de refus pour les gens à qui on a mis ça à disposition. Puis une chose dont même Mme Doris Leutard a parlé sur le plateau d'Arena, on a développé une solution en temps réel. Ça veut dire qu'on est capable d'aller chercher dans un compteur une information maintenant. Il y a un rafraîchissement qui est de l'ordre de grandeur de chaque 2 secondes à peu près. On pourra aller mieux, mais on y va par du GPRS essentiellement. Là, c'est clair qu'avec du Powerline Cartier, ça sera beaucoup plus difficile. On va le tester d'ailleurs cette année. Et ce que je vais vous montrer, c'est un peu cette petite chose ici. Alors, si vous permettez, en principe, si ça fonctionne, je devrais pouvoir vous montrer ça depuis là. Alors, je vais venir sur là. Il y a une partie de test que vous pouvez lancer vous-même. Je vous invite à la maison. On des risques, hein, là, j'entends, vous êtes conscient. Donc voilà la plateforme, bienvenue à la maison. L'apéro, ça sera tout à l'heure. En 2 mots, vous avez ici, vous ne voyez pas forcément tous au fond, la consommation des 3 dernières heures. Je peux venir chercher les 24 dernières heures si ça me fait plaisir. Donc là, c'est clair que ce ne sont pas des informations en temps réel, c'est vraiment de la statistique. Juste une chose, je vous défie de savoir qu'est-ce qui s'est passé ici le matin avec cette courbe de consommation. Il y a une chose qui est très intéressante et probablement c'est là qu'il y a le plus grand potentiel d'économie, c'est ça. C'est cette valeur ici le matin, pendant la nuit. C'est quand vous avez des consommations sournoises et que vous ne savez pas où elles sont. Et c'est là qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'efficience énergétique. Après, si je vais allumer ma cuisinière préférée, qui est de surcroît italienne, en me disant chérie, il faut la commencer à avoir pour les spaghettis al dente et de raboter un petit bout des kilowattheures, elle va dire d'accord, le soir, vous savez, c'est nerveux, elle va me dire j'ai bien écouté ce que tu m'as dit à midi, ce soir il y a du pain, il y a du fromage, il y a du salami, on va faire des économies d'énergie, j'ai bien entendu. Donc il y a des limites. Et après, sans ça, on rentre dans des phénomènes d'automutilation. J'ai bien les spaghettis al dente, peut-être plus dur, c'est un peu plus difficile. Alors, il y a des choses qu'on voit, hein, je veux la peine à vous les montrer. C'est que si je prends les 12 derniers mois, et des fois, on va se dire, mais ce garçon, il va chercher beaucoup d'informations sur notre serveur, quart d'heure par quart d'heure, hein, tous les quarts d'heure, il les interprète. Et dire, mais ce garçon, qu'est-ce qu'il a été bien là au mois d'avril, magnifique, j'entends il a fait un effort remarquable. Bon, c'est vrai qu'il a fait un peu plus beau, soit j'étais en vacances, c'est juste pour vous dire que c'est vrai qu'on voit un certain nombre de choses, mais on voit quand même pas tout, et là j'aimerais y revenir tout à l'heure, parce que j'ai entendu beaucoup de choses qui me font un peu tousser. On m'a dit que, alors bon, je vais venir au temps réel, parce que c'est quand même la partie la plus intéressante. On parle de francs, vous avez vu qu'on parle de francs de kilowattheure, on peut vraiment montrer ce qu'on veut. Et puis là, je vais activer la lecture temps réel. Alors, si l'opérateur qui œuvre jusque chez moi, il y consent. Vous allez pouvoir voir ici, je vais mettre un petit peu l'image, voilà. Vous allez avoir ici la puissance instantanée, 307, qu'est-ce qu'elle fait avec 370 watts? C'est pas possible ça. On va discuter en rentrant à la maison. Alors, j'ai un petit outil de domotique personnel dont je vous tairai le nom, qui en principe fonctionne pas trop mal. J'ai conservé 2 ampoules, une de 80 watts et une de 250 watts, typiquement pour ces démonstrations. J'ai rien fait, juste pour vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'en sais rien. Probablement c'est mon congélateur qui s'est arrêté. Mais vu du compteur, vous ne pouvez pas dire grand-chose. Et je vous assure que ça demande beaucoup d'études, parce que ça part dans tous les coins. Vous avez une pompe de circulation d'eau chaude, j'ai un chauffage au sol. C'est extrêmement difficile de savoir quand c'est qu'elle fonctionne. Je vais allumer la fameuse lampe dont je vous parlais, c'est celle de 250 watts, et vous allez voir que la puissance, en principe c'est parti, la puissance qui est de 310 watts ici, voilà ce qui se passe. Et là, c'est vraiment du temps réel, il n'y a pas de truc à régler. Il y a des fois on a des doutes, hein, parce qu'il y en a derrière, des boutons qui... Non, il n'y a pas... Je vais l'éteindre. Je vous assure qu'on a eu des doutes avec Thierry Chollet, on a eu une démonstration une fois à Amsterdam, on n'a jamais su si vraiment c'était du lard ou du cochon. Mais bon, là en l'occurrence, je vous assure que vous êtes à la maison, j'ai une lampe, j'ai une autre lampe. C'est votre chérie qui va être contente, vous ne pouvez pas arrêter de faire ça. Non mais elle le sait, j'ai une sirène aussi à la maison, je peux faire chez moi. Voilà, je vais diminuer celle-ci, s'il veut bien bouger. Et si Swisscom coupe le réseau là, qu'est-ce que Ça fait.
Ah, mais tiens, non, c'est la plateforme qui m'a viré. Je vais revenir en arrière. Peut-être parce que je l'ai lancé depuis un certain temps déjà, puis au bout d'un moment, groupé généreux, mais j'avais dit. Juste à côté. Bon, vous avez eu le principe, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vous montre, il y a le livre. J'ai fait des mots. Bon, mais enfin, vous avez vu l'idée, donc ça permet de voir l'énergie électrique, ce qu'on n'avait jamais vu. Hein, on le voit dans un laboratoire, mais là, ce produit existe pour tous nos clients. Ça, malheureusement, ça a un prix, c'est 8 francs par mois. Les gens ne se battent pas en portillon, donc c'est aussi le challenge qu'évoquait M. Genoux tout à l'heure. C'est pas simple de dire je mets 100 francs sur la table et j'ai toutes ces informations-là. Voilà. Alors, je continue si je trouve mon petit guide qui est ici. Voilà ce que nous avons fait. Qu'est-ce que nous avons constaté aussi? Contrairement à ce qu'on avait dit au départ lors du kick-off, mais ça c'est moi qui avais dit cette bêtise, il a même écrit en disant ça ne va pas être un défi technologique. Des compteurs, il y en a déjà partout sur cette planète. Ils en ont mis en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, dans plein de pays d'Europe, on achète ce plug and play. Pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Contrairement au compteur Ferraris, qui lui était plug and play, il ne le savait pas le compteur Ferraris, mais on le met, il marche. Là, je vous assure que l'accouchement ne se fait pas sans douleur. Ce qu'on a vu aussi, mais ce n'est pas lié à l'équipement que la maison Elmeka nous a livré, c'est qu'il y a une certaine immaturité de ces produits pour le moment. En tout cas, à l'époque, on a fait la photo. Toutes les cases, c'est ce qu'on voulait faire. Ce qui est vert, c'est ce qui a fonctionné. Ce qui est orange, c'est ce qui a fonctionné moins bien. Un exemple tout simple, vous arrivez dans un immeuble, si c'est une villa, il y a un compteur, vous mesurez, ça joue très bien. Vous arrivez dans un immeuble locatif, vous avez 40 compteurs les uns à côté des autres. Il n'y a aucune solution rationnelle aujourd'hui, si vous allez avec de l'Ethernet, parce qu'on dit on va avec de l'Ethernet, pour concaténer les compteurs. Avec le PLC, ça va probablement changer. C'est aussi pour ça que ça nous intéresse. Mais à l'époque, on a dû mettre des switches avec du câblage point à point vers chacun des compteurs. Ce n'est pas rationnel. Si on perd 1 heure de plus pour des questions télécom chez nos clients, c'est 25% d'augmentation des coûts au niveau du projet. Chez nous, ça fera 1 million. Juste pour vous dire. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Pas de standard à l'époque sur le marché, c'est en train de changer. Il y a un standard en particulier du côté des compteurs qui s'appelle I10. On commence à voir pas mal. Il y en a d'autres qui existent aussi. On a vu que les compteurs, n'en déplaise à Maison Elmeka, sont vraiment plus chers. Ils sont à peu près 5 fois le prix d'un compteur résidentiel, donc c'est quand même beaucoup. Le déploiement, on est là, on a dit c'est pas possible, il faut pas qu'on fasse ça. Puis surtout, le risque majeur, je vous dis, c'est le dérapage financier qu'il peut y avoir si on a des problèmes télécoms. Et ça, c'est clair que le jour où on partira, c'est ça qu'il faudra vraiment que ça soit mature. On a lancé un deuxième projet Smart Metering 2 très récemment. 400 compteurs sont prévus d'être déployés, c'est tout frais. Dans la région fribourgeoise aussi. Qu'est-ce qu'on vise? On vise d'abord, c'est de tester ce PLC G3. Ce Powerline Carrier, donc ces courants porteurs qui sont greffés sur le réseau électrique, qui sont en protocole IP, je crois, ont un développement qui est énorme en Europe. La France en a commandé plus d'une dizaine de millions. Donc, quelque part, c'est vraiment un signal qui a été clair pour les fournisseurs de dire développez, faites quelque chose. Et là, il y a beaucoup de fournisseurs qui se mettent sur ce standard PLC G3, qui ira bien entendu moins vite que d'autres moyens de communication, mais qui a quand même quelques qualités, en particulier, c'est qu'il va juste dans le compteur électrique. Et il ne s'arrête pas en haut sur le paillasson où est arrivée la fibre optique, hein, comme ça. Ce qu'on veut mesurer aussi, c'est l'évolution des équipements. Il y en a eu, c'est certain. On veut contribuer à nos essais Smart Grid, hein, parce qu'on a beaucoup de données qu'on pense pouvoir fournir, en particulier en dessous on va équiper toute une poche en dessous de notre transformateur MT basse tension, pour donner des informations aux gens qui font des projets Smart Grid, pour voir qu'est-ce qui se passe, où on a des endroits de production, et ça c'est un des gros éléments. On ne vise pas un certain nombre de choses, on ne vise pas de rollout, on ne veut pas faire un petit bout, c'est pas un petit bout, hein, donc on fait juste un pilote, probablement on virera tout ça dès qu'on aura acheté nos 200 000 compteurs. On ne vise pas de mesurer l'interopérabilité, c'est un immense débat politique, on peut acheter des compteurs interopérables. J'ai rien tout à l'heure, on a quand même quelques doutes là autour, ça on ne veut pas faire, ça c'est le boulot des fournisseurs, c'est pas le nôtre. Mettre au point un système informatique de supervision, on ne va pas mettre au point quelque chose qu'on va utiliser réellement dans 3 ans. L'informatique, on sait que ça vieillit très vite et on ne veut pas avoir une plateforme qui est obsolète le jour où on en a réellement besoin. En 2 mots, une petite image, un concentrateur ici, du PLC dont parle le cuivre, du réseau, juste dans chacune des maisons, des compteurs éloignés aussi, un système de supervision qui ne sera d'ailleurs pas chez nous, il sera chez le fournisseur de ces compteurs. Donc on va en ASP, donc Application Service Providing, on va chercher son application, on y va, donc depuis groupé on ira sur ce site, sur le site du fournisseur, puis ensuite on reviendra là, parce que ça après on le retirera. Donc c'est vraiment une installation destinée à être provisoire.
On ne va pas passer du temps à faire des interfaces avec ça. Le but, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui se passe avec ce PLC. 2 mots encore. On a fait un héritage, un joli héritage. Il y a d'autres personnes dans la salle qui sont concernées, je sais qu'il y a un représentant de la maison Siemens qui est là. C'est issu d'une collaboration qu'on a mis en place avec la Société électrique du Val de Travers, dans le canton de Neuchâtel, donc cette zone ici du canton de Neuchâtel. Là-haut, cette société avait dû déployer des compteurs sur 3 villages, Fleurier, Travers et Noirègue. 3600 compteurs ont été installés dans la maison Siemens. C'est un autre système de communication, mais qui est aussi du PLC. Et puis malheureusement, il est propriétaire. Ça, c'est juste un petit peu un problème. La mise en œuvre a été très pragmatique. Les petites sociétés, c'est pas dire qu'ils font du mauvais boulot, de loin pas. Ils ont dit non, on veut un truc simple, on veut lire les compteurs, puis de temps en temps couper, on sait tout, faites-nous quelque chose de simple. Et Siemens leur a fait quelque chose de simple. Et on s'est rendu compte que pour une exploitation rationnelle, c'était difficile. En particulier, quand il y avait des problèmes de communication par le PC, de savoir qu'est-ce que c'est l'ADN. Vous avez un listing, vous avez autant de compteurs, ils sont où, pourquoi il y en a, qu'est-ce qu'ils font là, hier ils n'y étaient pas, d'où ça vient. Et là, on a fait un petit développement, on a exporté sur Google Earth la position, la géolocalisation des compteurs et le statut si vous êtes venu de l'infrastructure Siemens à Nice. Puis on a ici, vous ne voyez pas forcément, il y a des petits points verts un petit peu partout ici qui vous disent que là, le compteur, ça s'est bien passé. Puis ici, on voit toute une série de points rouges, vous ne les voyez peut-être pas très bien. Et puis là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit il y a des travaux dans le réseau, et puis quelque part, on a coupé un câble ici parce qu'on est en train de faire une jonction, donc on voit plus ces compteurs-là. Ou soit il y a un problème avec le concentrateur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait où ils sont. On n'a pas besoin de se poser la question en regardant le listing. C'est typiquement des outils qu'on se doit d'avoir pour exploiter un réseau et qu'on voudra avoir. Ça, on a dû le faire nous-mêmes. Mais aujourd'hui, ça vient, il y a des fournisseurs qui ont aussi. Alors maintenant, pour parler de ce déploiement massif, faut-il être tortue ou lièvre, ou les deux en même temps? La question qui est sur les lèvres de tout le monde, quand c'est qu'il faut débuter? Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est la stratégie énergétique 2050. C'est quand même la finalité de cet outil-là, la version adoptée, puisqu'elle est en discussion au champ, on verra ce qu'il en ressort. Il y a des choses intéressantes, en particulier dans ces articles 17 qui ont été évoqués tout à l'heure, les besoins des exploitants de réseau, et puis surtout les attentes des consommateurs, il ne faut juste pas l'oublier. Et les sensibilités aussi de ces consommateurs. 2050, on le sait, aujourd'hui, on a juste la production avec la demande, qui est de surcroît, cette production est centralisée et déterminée. Demain, on ajoutera la demande avec la production qu'on aura à disposition, parce qu'elle sera stochastique et elle sera décentralisée. On ne sera pas tout simple. Il faudra gérer ça intelligemment, donc c'est toute la technologie smart grid à développer. Vous allez en France, entre parenthèses, j'ai la chance d'aller de temps en temps à des exposés en France, j'y serai la semaine prochaine d'ailleurs. Ils ont tous des pilotes. Ils font tous des pilotes par rapport au smart grid. Personne ne sait vraiment d'où vient le vent. Il y a beaucoup de vents qui sont contraires parfois. Les vérités à gauche ne sont pas forcément les vérités à droite. Et ce qui est sûr, ils ont tous des démonstrateurs, comme ils appellent ça en France. Et il n'y a pas vraiment de ligne, il y a plein d'idées. Et ce qu'on veut, nous aussi, c'est se perfectionner en la matière. Donc c'est pas gagné encore le smart grid. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura plus de mesures, dans les deux sens sur le réseau basse tension, puis il y aura plus de contrôle-commande décentralisé. On le voit, il faudra peut-être piloter la charge de véhicules électriques ou les décharger dans le réseau, parce que le réseau en aura besoin. On ne sait pas juste qu'on devra aller, mais ce qui est sûr, c'est qu'on devra aller aussi chez les producteurs consommateurs. La communauté d'autoconsommation que vous évoquez, elle n'est pas seulement pour un petit groupe, elle est sur nos sites internet, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Ça ne veut pas dire que c'est tout simple au niveau de la métrologie, surtout quand il y a des récalcitrants dans la communauté, mais ça c'est encore un autre débat. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on aura besoin d'augmentation d'efficacité énergétique. L'infrastructure smart metering qu'on va acheter, elle doit pouvoir le faire. Quand aujourd'hui l'Elcom nous dit mais pour commander les charges, il faut si possible éventuellement les éviter, donc mettez pas ça dans le temps, mettez ça ailleurs. Pourquoi ERDF a mis 7 commandes de sortie digitale sur leur compteur? Il faut juste qu'on m'explique. Bon, ils ont un bataillon de physiciens de leur tour à la défense, d'ingénieurs high level, il y a certainement une raison, ils ne sont quand même pas à ce point-là. Donc, vous voyez, ce n'est pas encore gagné. Pour nous, c'est sûr, d'abord, il faut que la base légale elle soit claire, qu'on puisse imputer ses coûts, ou qu'on nous dise comment on devra faire. Ça, c'est la moindre des choses. Qu'on nous dise, faites rien du tout, bien à ce prix-là. Ça a déjà été fait. Les grands clients, les passes de mesure des grands clients qui sont sur le marché, Elcom a dit, c'est 600 balles par année, point à la ligne. Débrouillez-vous avec ça. Si vous n'arrivez pas tout seul, mettez-vous avec quelqu'un. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on peut aussi limiter les coûts. En 2016, on aura des résultats. La cible, on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est 80% en 2025. Ce qu'il faudra quand même, c'est d'avoir cette disponibilité dont on parlait tout à l'heure, idéalement après la vague au sein de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que les produits seront de toute façon plus matures. Ça, c'est une certitude. Donc, vérifier cette maturité dans le cadre du projet. Les télécoms parfaites, adaptés au site multicompteur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Une logistique adéquate, pourquoi? Parce qu'on devra sous-traiter. Et ça, on aura besoin de beaucoup de monde. L'Enel a utilisé 8000 installateurs électriciens dans leur territoire, on a 250 000, même si c'est impossible de déployer ça de surcroît dans un temps concentré de 3 ans. Pourquoi de 3 ans? Parce qu'après, ils sont obsolètes les compteurs. Donc il ne faut pas avoir des compteurs que vous posez, qu'ils arrivent déjà au bout déjà de l'échéance légale, on devra les déposer pour les durer. Il faudra des outils de saisie de ces données, parce que quand on va poser un compteur, il y a des données qui remontent jusqu'au... Et là, il faudra des outils adéquats, un mobile workforce qui existe. Ça, on est en train d'y travailler aussi. Et puis, un truc dont on parle beaucoup, à proscrire, je l'ai mis en rouge parce que j'y tiens beaucoup, c'est cette technologie MUC qui est évoquée aussi dans les documents de l'ARS, où vous avez un espèce d'automate industriel qui est certainement mieux fait pour faire de la communication qu'un compteur électrique d'aujourd'hui. Certainement. Il y a juste une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le MUC, quand vous arrivez chez le client, vous avez un tableau. C'est déjà pas comment est le tableau. Peu de bol, il est en amiante, ce qui n'est pas forcément non plus gagné. Il faut poser le MUC. Donc il faut déjà avoir de la place. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut l'alimenter de manière électrique. Ça, ce n'est pas simple non plus. Il faut le protéger contre la fraude, puis le protéger électriquement aussi. Ça, c'est une heure de plus de boulot. C'est 20 millions de plus à la fin. Donc ça veut dire que poser des MUC, c'est bien en laboratoire. Il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes, mais rationnellement, comme distributeur, ce n'est pas faisable. Même chose pour les relais de télécommande. On veut avoir des systèmes où on retire le récepteur de télécommande centralisé, on en met un autre à la place. Dedans, c'est de l'IP, c'est tout ce que vous voulez. Mais les bornes en bas, c'est les mêmes. Parce que si on doit recabler, on dit ouais, mais on vous met juste un petit relais, il faut mettre une alimentation. Le client il va déjà dire qui c'est qui paye. Si c'est vous, ça va bien, vous faites ce que vous voulez, tous les trous que vous voulez dans mon tableau. Mais si c'est moi qui paye, m'excuserez, mais ça ne veut pas aller. Vous laissez mon compteur, vous partez avec votre quincaillerie, on en parle plus tard. Donc il faut que ce soit un truc qui soit pensé électromécaniquement, mais pas seulement de l'IP. Une chose aussi, c'est un petit détail, le logo est monté en 2 étages, soit bien grave. La loi appelle, il y a une chose aujourd'hui qui dit le gestionnaire de réseau de distribution est tenu d'accepter des participations de tiers. Ça veut dire que des gens peuvent venir offrir des services de métrologie dans notre réseau. Moi je dis toujours, quand vous allez à la Migros, c'est quand même assez difficile d'aller avec votre balance pour peser vos bananes. Mais bon, là, il n'y a qu'une volonté, puis cette volonté, elle est issue d'un modèle allemand. En Allemagne, le client peut choisir entre le distributeur historique, le gestionnaire de réseau, ou un fournisseur tiers. Ce qui se passe là derrière, c'est que les coins intéressants, centre-ville, les compteurs, avenue de la Gare de 468, ça va très bien. Là, c'est facile d'aller chercher les compteurs, mais je peux vous assurer que si ça se met en place en Suisse, au Bayard, à la Côte-au-Fait, au Vide-Manette, c'est nous qui allons y aller. Donc ça veut dire que ces coûts-là, on va quand même les mettre sur le réseau. C'est un modèle qui ne tient pas la route. L'Allemagne est le seul pays en Europe qui fait ça. Juste un truc. Mais il y a trop de consultants allemands qui sont à l'OFEN, c'est une réalité. Hein. C'est pas de la méchanceté. Pas que... Interopérabilité, une chose. L'interopérabilité, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir dire je prends un compteur, j'en ai un autre, avec le même concentrateur, ça marche. À peu près, on va pas rentrer là, parce qu'il y a l'interchangeabilité et l'interopérabilité. Mais pour vous dire, mais ça serait intéressant. C'est vrai que ça fait un peu baisser les prix, soit. Quand je vais en acheter, mon successeur, il en a acheté 250 000, il fait un appel d'offres public. On ne va pas s'enquiquiner à choisir 2 fournisseurs de compteurs différents. La France achète 30 millions. Eux, c'est stratégique. Et j'en prends pas, puis c'est même nationaliste dans certains cas. Ils ont une volonté de prendre aussi des compteurs français, ce qu'on peut comprendre. Nous, on n'aura pas de souci, là on achète 250 000, c'est mis dans la commande, et puis c'est parti. Quand c'est que j'aurai besoin d'interopérabilité? C'est dans 15 ans. C'est dans 15 ans, quand les compteurs seront foutus, ou qu'on me dira il faut les changer parce que maintenant on a une nouvelle fonction qu'on voudra avoir. Juste un petit retour en arrière. Il y a 15 ans, pour aller dans l'autre sens, ça c'est les fournisseurs de compteurs que je connaissais. J'aurais même pu rajouter mon ICG. Aujourd'hui, de tout cela, il n'y en a plus un. Qui c'est qui va me répondre dans 15 ans au téléphone quand je dis j'aimerais des compteurs interopérables? Des fois déjà qui répondent, c'est déjà bon signe. Je vous laisse penser à ce qui s'est passé avec Digital Equipment, qui était le numéro 2 mondial au niveau de l'informatique, qui a disparu en moins de 2 ans. Hein, compact HP terminé. Donc ça ne va pas être tout simple l'interopérabilité non plus. Sécurité, j'arrive où je suis un peu en retard. Excusez. Sécurité absolue n'existe pas, on l'a vu, hein, ceux qui ont des doutes, pouvez mettre des millions, ce qui ont certainement fait les banquiers. La fuite des informations de la HSBC, c'est quand même sorti. Hein, donc c'est toujours difficile de protéger de manière absolue une installation, un outil informatique. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un risque. Et le risque là, c'est de commander des charges, de déclencher des clients ou manipuler des données. Et là, c'est pas du pipeau. Je vous donne un exemple. À Malte, Enel Malta a eu un problème. Les gens ont modifié le firmware, ils n'ont pas trop communiqué ce qu'ils ont bricolé, c'était peut-être mieux. Enel a dit que ça avait été très bien fait parce qu'ils sont allés comme consultants pour analyser le problème. Ils ont modifié le firmware à l'intérieur des compteurs pour que le compteur mesure moins. Puis
puis ils sont allés négocier cette prestation auprès des clients finaux. Il y en a 5 qui sont en taule. Regardez, Nemalta demain, hacking, et puis c'est bien ça. Donc ça existe. Mais le problème, c'était des insiders, mais c'est un problème de sécurité informatique quand même. Donc ça, c'est un sacré boulot et il y a à faire. Il y a des choses qui existent déjà dans le cryptage. Vous allez tous faire vos paiements pratiquement sur Internet avec des clés de protection 128 bits. Il y a des clés asymétriques, il y a des protections de port, il y a tout ce qu'on veut. Des procédures d'exploitation, pour parler d'HSBC en particulier. C'est sûr, c'est qu'on aura besoin de conseils d'experts. Le Luxembourg est allé chercher des hackers, une société dont on a le nom, en Suisse. Ce n'est pas vraiment des gens qui font ça, mais c'est des experts en hacking pour avoir des conseils en disant est-ce qu'on fait vraiment tout juste. Après, tu fais attention, bien là pour me prendre. Mais c'est un réel problème. Un autre problème où il manque un petit peu d'objectivité. Je ne dis pas que le problème n'est pas important sur la confidentialité des données. Il y a une chose, quand on nous dit, puis ça je l'ai entendu dans un séminaire de quelqu'un qui a des responsabilités dans le pays, qui m'a quand même fait tousser. Il a dit en allemand, j'aurais bien répondu, mais je ne parle pas assez bien allemand, puis je craignais que ça dérape un peu trop. On dit, mais quand vous vous douchez, quand vous regardez un programme TV, on peut savoir ce que vous faites quand c'est que vous vous douchez, etc. Je suis navré, mais c'est impossible. C'est juste impossible. Les boilers, pour les douches, les boils, ils se chauffent pendant la nuit, puis vous douchez généralement pendant la journée. Donc ça veut dire que vous tapez dans le boil, mais en tout cas pas sur la consommation électrique de manière directe. Juste une chose aussi, la plupart aussi des douches sont chauffées au gaz, donc ça a quand même ces soucis-là. Les programmes TV, tous les équipements électroniques ont un condensateur à l'entrée qui fait tampon. Je ne vois pas comment on peut faire. En tout cas pas dans un compteur. En laboratoire, on peut faire plein de choses avec du traitement de signaux, avec des DSP, tout ce que vous voulez. Avec la signature électronique, on peut faire beaucoup de choses. Là, clairement, pour moi, on va quand même un petit peu trop loin dans le débat, puis surtout, cette information, elle est dans la presse, puis ça porte quand même préjudice au smart metering. On peut dire aussi, ouais, on peut savoir quand vous êtes là, ça facilite le boulot des voleurs. Quand on sonne dans la porte aussi, quand on vous appelle au téléphone aussi, puis quand la voiture est dans la maison, que la lumière est allumée le soir, très probablement vous êtes aussi à la maison. Et ça, c'est déjà aujourd'hui. Et puis une chose, c'est qu'en connaît vos habitudes de consommation. Les compteurs, tous les distributeurs de Suisse demandent que les compteurs soient dans des locaux accessibles rapidement, pour faciliter le boulot du releveur. Je ne vais pas commencer à aller chercher des clés, même si on a ces problèmes-là. C'est déjà aujourd'hui, c'est-à-dire pour aller regarder le compteur s'il a arrêté, vous venez le lendemain matin, s'il est toujours arrêté, il y a des chances qu'il n'y ait personne. Mais c'est déjà aujourd'hui, donc le problème il est déjà présent sur un comptage Ferraris. Une chose aussi, on peut savoir dans quelle pièce vous êtes. Navré, mais on mesure au point d'interconnexion. Là aussi, on peut le faire avec l'analyse de signature, mais dans un compteur d'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de le faire, de surcroît avec des mesures car horaires. Par contre, une vérité, la courbe de charge vous appartient. C'est pour ça qu'on a demandé à tous nos clients un accord éclairé, un consentement éclairé pour leur mettre révision, et sans ça on n'en aura pas mis. Dans l'OFEN, il est prévu dans le document du mois de novembre que chaque client qui ne veut pas qu'on mesure sa courbe de charge bénéficie d'un droit d'exemption. Donc il dit clairement, moi je ne veux pas ça. Vous relevez le compteur, vous faites ce que vous voulez, une fois par mois si ça vous fait plaisir, mais clairement, je ne veux pas que quelqu'un prenne ma courbe de charge. Ok, c'est prêt. Le problème, le débat, il est clos. Il y a une chose quand même, c'est qu'en marché ouvert, puis ça je peux vous en parler parce que je m'occupe aussi de l'accès des tiers au réseau, en particulier tout ce qui est des télérelevés, des compteurs à courbe de charge, des EDM aujourd'hui. La première chose qui circule aujourd'hui entre un nouveau fournisseur et un client, c'est la courbe de charge. Pourquoi? Parce que si vous voulez la meilleure offre, il faut donner la courbe de charge. Puis il dit, d'accord, je regarde votre consommation, la puissance, etc. Donc ça circule déjà. Et puis les clients la donnent plus que volontiers, c'est le reflet quand même de leur business, donc ça ne va pas être sur la place publique, on est tous d'accord, mais c'est quand même avec ça qu'ils ont la meilleure offre, et je vous assure qu'on a régulièrement des demandes là-dessus, on a même des plateformes où le client peut avoir droit systématiquement, Belbiswell qui nous fait tout ça, un petit outil IT, et c'est pas un problème. Puis une chose, c'est qu'il faudra une clarification juridique, ça c'est certain qu'il en faudra une, puis surtout un constat de valeur ajoutée pour le consommateur. Les gens ont des cartes Visa ou d'autres marques, ils vont sur toute la planète, ils payent, ils laissent des signatures électroniques, ils donnent des codes importants parce que derrière il y a des éléments bancaires. Et puis, il y a une valeur ajoutée pour eux. Ce qu'ils n'ont pas vu aujourd'hui, c'est la valeur ajoutée qu'un compteur peut leur apporter. Il est là le problème, c'est à nous à leur apporter cette valeur ajoutée. Puis ce jour-là, le problème il sera clos. Sauf pour quelques puristes qui auront certainement raison, mais qui pourront, en vertu du droit d'exemption, être exemptés de compteurs smart. En conclusion, pas moi qui dis ça, Lord Kelvin ou en tout cas un dérivé, qui disait qu'on améliore que ce qu'on mesure. On doit améliorer notre système de consommation d'énergie en Suisse. Donc pour moi, le smart metering, c'est une des briques. C'est pas tout, il fera pas tout. Mais on a besoin d'un système qui mesure plus, inclut les autres fluides, le gaz, l'eau en particulier, même la chaleur, pour qu'on améliore ce système.
Incitation à l'économie d'énergie, je partage le point de vue de conférencier précédent, c'est pas gagné. La technologie toute seule ne suffira pas. On l'a vu, il faut que ça soit accompagné. Les gens ne vont pas se mettre martel en tête pour économiser. Vous avez parlé de 20%, je pense. C'est un peu le chiffre des marchands du temple. Hein. C'est plutôt près de 3% à mon avis, mais il y a tout ce qu'on veut là autour. Reste à voir ce qui sera. Mais à 3%, j'ai fait un petit calcul, c'est 2,20 francs par mois que vous allez économiser. Est-ce que vous pensez que les gens vont se mettre martel en tête pour 2 balles par mois? C'est pas gagné, hein, le challenge, sans parler du prix supplémentaire du conteneur. Mais ce qui est sûr, c'est que la technologie ne fera pas tout. Il faut une maturité au moment où on le fera, ça c'est sûr. Une stratégie fast follower nous semble préférable un early mover, donc ça veut dire qu'on va attendre encore un moment avant de démarrer. Le problème, on ne partira pas en 2018. Et puis, M. de La Fontaine avait dit ça, il sert courir, il faut partir à point. Là, on pourrait le remplacer par il faut partir à point, puis il servira de courir, parce qu'on en aura bien besoin après pour aller vite, pour que ça soit le plus vite possible en marche. Un fast follower, pour nous, c'est ça, et je vous remercie de votre attention. On sent une très grande expérience du terrain. Et puis, mine de rien, on a une toute première information de niveau mondial qui est venue, c'est que Google est de retour dans le smart metering. Hein. Vous l'avez vu. Voilà. À part ça, est-ce qu'il y a des questions avant l'apéro pour M. Gagneban? Question très simple, est-ce que tout le réseau, le système passe à côté de la fibre optique, dans la fibre optique, autour de la fibre optique? En fait, la question c'est quelle est les synergies, les connexions. L'idée dans ce avec déploiement-là, on bénéficie sur Fribourg de certaines conditions. L'État veut un déploiement de fibre optique massif. On ira probablement avec la fibre optique ou des moyens GPRS ou L3, enfin des technologies télécom autres que le PLC, jusque dans la cabine de transformation. Puis là, on injectera des signaux PLC qui iront jusque chez le client final. On a à peu près 200 clients, 200 compteurs par cabine, ça dépend des endroits bien entendu. Mais le last mile se fera probablement par du PLC. S'il y a de la fibre à côté du compteur, on le fera. Mais raccordement direct de la fibre dessus, pour moi ça n'existe pas, mais c'est quand même du gaspillage. Il ne faut pas non plus dire qu'on va poser des fibres. C'est des fibres techniques qu'on a à disposition dans le réseau FTTH Fribourg. Ce n'est pas des fibres qu'on va poser spécifiquement pour ça. Ils amènent tous les services triple play, quadruple play, tout ce que vous voulez. Puis en plus, on a une fibre technique pour nous, qui sera utile dans le Smart Grid aussi, pour d'autres équipements. Encore une dernière question avant l'apéro. Mais une courte alors. Ah, court. Ouais. Comment vous voyez Pico? Pardon? Pico, l'approche Swisscom et son déploiement de sa... On est dans le Smart Market, là. Clairement, il y a des gens qui développent plein de solutions. Je pense que c'est pertinent de le faire. Il y a un besoin probablement du marché. Swisscom a une puissance IT colossale. J'entends, en mettant des boîtes chez les clients, ils ont déjà un avantage. Il y a juste un truc qu'il ne faut pas oublier, les boîtes elles sont à l'étage, les compteurs ils sont au rez-de-chaussée à la cave, donc il faudra juste aller chercher l'information. Puis faire des trous dans des murs en béton porteurs de surcroît, c'est pas tout ça. Mais il y a aussi des technologies Wi-Fi qui existent, enfin sur le Wi-Fi ou d'autres technologies radio qui permettent de le faire. Et je pense que c'est du smart market là. C'est plus la sécurité du réseau qui est en cause. C'est pas à moi d'apporter un commentaire là-dessus. Moi je dis simplement, c'est que si mon réseau est menacé au niveau de sa stabilité, il faut que j'intervienne. Les flux d'énergie qu'il y a derrière, quelque part, c'est plus mon problème. Très rapidement, avant l'apéritif, deux informations. D'abord, une autre manifestation en lien avec l'énergie, organisée à Sierre le 16 juin 2015. Titre: quel est l'impact de la stratégie 2050 du Conseil fédéral sur la société? Deuxième manifestation que je tiens à annoncer, c'est le prochain Afterwork Énergie, ça veut dire le prochain événement de cette série, le deuxième. Il aura lieu le 12 novembre 2015 à Sion et la thématique sera celle de la biomasse. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Un grand merci à tous les conférenciers. Merci M. Gagneban. Merci Yvan. Merci Stéphane. Un grand applaudissement pour vous.